avec des dispositifs qui étaient mis en place, surtout à travers l'aménagement ou même la construction donc, des sites d'enfermement secrets un peu partout sur donc, le territoire marocain. Donc ici à Casa, il y avait Dar Moulay Sherif. Dans d'autres régions comme Tazmamar, surtout le sud-est, donc il y avait une série ou un réseau de sites de détention secrets. Je disais que donc, cette violence a touché surtout les intellectuels, les étudiants, les professeurs, mais aussi, aussi les acteurs économiques, culturels, etc. Et donc, après, comme vous le savez tous, donc, il y avait un processus de libération politique, surtout au début des années 90, avec la libération des prisonniers politiques. Et comment donc cette vague de libération des prisonniers donc, a donné naissance aussi donc, à une demande sociale avec la création des instances et des associations des anciens prisonniers politiques et des victimes et des familles des victimes pour la réhabilitation de la figure de ces victimes, de ces prisonniers et de leur réinsertion et intégration dans la vie politique et civile. Peut-être c'est mieux comme ça, un peu. Donc, surtout, il y avait comme le Forum Vérité et Justice ou l'association pour l'association pour les soins médicaux, je pense. L'association Réhabilitation des victimes de la torture. Ouais. Et de l'autre côté, donc, face à cette demande sociale, il y avait donc une timide réponse, surtout à travers la création de le Conseil consultatif des droits de l'homme, et puis après, donc, l'instance d'arbitrage, avant d'arriver à l'instance équité et réconciliation. Donc, l'autre volet dans notre réflexion, c'est un peu donc d'interroger cette période et surtout interroger les mémoires de cette période, les modalités de réactivation des mémoires de cette période, comme parfois la mémoire de cette période comme dans le cadre des protestations sociales, surtout aux politiques, mais aussi parfois comme des dispositifs de négociation ou d'arrangement. Et comment donc les acteurs c'est-à-dire les prisonniers politiques, et qui certains ont fait leur entrée dans la scène politique instituée ou dans le cadre des associations, donc continuent à réfléchir, mais aussi à travailler sur la mémoire de cette période. Et là, donc, l'exemple de cette figure est Fatna Bouif, qu'on a l'honneur d'accueillir cet après-midi. Merci. Un des lieux d'enfermement sur lequel nous travaillons dans le cadre du projet est le commissariat de Der Moulay Sherif, situé dans le quartier de Hay Mohammedi. Ce commissariat a été créé sous le protectorat français. En revanche, il a fonctionné une fois l'indépendance du Maroc. Alors, l'instance équité-réconciliation, dans ses enquêtes et dans ses rapports, signale que l'ancien commissariat a été détourné, on va dire, dans ses fonctionnalités pour enfermer les dissidents, qu'ils soient politiques ou sociaux, des étudiants, parfois des anonymes, qui étaient présents au mauvais moment. Et, l'historien, excusez-moi, Najib Taki, dont l'ouvrage est ici, qui est un historien qui a travaillé sur le quartier de Hay Mohammedi, a trouvé des premières personnes détenues dès 1956, alors que l'IER fait mention de 1959, et c'est un des centres secrets qui va durer le plus longtemps au Maroc, malheureusement, du coup de 1956 à 1991, date de la fermeture de cet ancien commissariat. La caractéristique, c'est que ce n'était pas fait pour accueillir des personnes, donc des bureaux ont été transformés en cellules et des couloirs ont aussi ont aussi tassé
des hommes et des femmes, mais surtout les femmes. Les femmes ne pouvaient pas être dans les cellules, elles étaient dans les couloirs sur des lits de camp. Les anciens détenus ont disparu puisqu'ils ne savaient pas où ils étaient, et leurs familles et leurs proches non plus, avaient, on va dire, une vision de l'espace du coup déformée, puisqu'ils avaient constamment un bandeau sur les yeux. Et si certains, dans leurs témoignages, ont pu trouver des stratégies, je pense à Noureddin Saoudi, dont l'ouvrage est ici présent, et surtout qui est aussi présent, explique qu'on pouvait voir sous le bandeau, à travers aussi le bandeau en tirant quelques fils. Ces disparus ont pu, à travers leurs témoignages écrits, comme celui de Fatna, on y reviendra tout à l'heure, laisser de l'information sur comment fonctionnaient ces anciens lieux d'enfermement. Que dire, si ce n'est que les personnes étaient tenues d'être au silence, allongées constamment, avec deux couvertures, une qui servait de lit de fortune et une autre pour se couvrir, et donc avec les bandeaux sur les yeux. Vous avez ici un livre de Aziz Mourid, On affame bien les rats, qui a illustré justement un peu ce quotidien de la détention arbitraire et secrète. Je ne vais pas m'étaler plus pour l'instant, sachant que je vais laisser Fatna témoigner, mais vous le savez sans doute que les personnes étaient détenues pour être interrogées, très souvent sous la torture, sous les brutalités et les sévices, et que cette période douloureuse de notre histoire nationale est encore à connaître. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits par les chercheurs, par les associations, par l'instance Équité et Réconciliation pour arriver à connaître ces lieux, dont certains ont disparu, mais Del Moulay Chérif reste aujourd'hui une trace matérielle de ce passé. Fatma, si tu veux bien, je ne vais pas m'attarder plus, je répondrai peut-être tout à l'heure pour compléter. Je te remercie. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de me sentir pour la première fois dans une zone de confort par rapport à cette problématique. Parce que j'ai autour de moi des gens qui s'approprient le travail de recherche et le travail aussi de recherche et le travail de transformation de ces lieux. Quand Anissa Haban est venue vers moi pour la première fois pour ce projet de transformation de l'ancien centre de détention secrète, projet de transformation en musée, j'ai dit, c'est encore une jeune dame qui emprunte les chemins difficiles ou les sentiers difficiles de la mémoire. Et j'emprunte là les mots quand je dis sentier difficile ou la sentier escarpé, c'est ça, de la mémoire. J'emprunte la phrase de M. Bouaziz, qui est là présent et qui connaît mieux que moi cette histoire, qui en a parlé aussi. Et ces mots, il les a prononcés dans un préface de ce livre de Taqi, un chef-d'œuvre. Là, j'ai pas pu apporter les 2 tomes, j'ai apporté seulement le premier tome, parce qu'il est tellement lourd et il est tellement riche. Et aujourd'hui, dans ce témoignage, je ne m'inscris pas dans le récit de la douleur, mais plutôt dans le récit de l'espoir. Donc, quand M. Bouaziz parle de ces sentiers qui sont très difficiles d'accès à la mémoire, je voudrais raconter un petit chemin qu'on a fait
et qui était dans le cadre de d'une des recommandations de l'instance équité et réconciliation dans le cadre du programme de la réparation communautaire. L'instance équité et réconciliation a parlé d'indemnisation des individus, mais elle a parlé aussi de réparation pour les régions. Parce que il y a eu, moi je dis toujours qu'il y a eu 2 rapports très importants dans l'histoire de ce pays. Je ne suis pas historienne, mais en tant que personne ayant vécu et ayant rêvé d'un Maroc meilleur, pour moi, il y a eu deux rapports très importants dans la vie et l'histoire du Maroc. Le rapport des 50 ans et le rapport de l'UR. Les deux ont parlé de discrimination. Discrimination de développement humain et discrimination droits humains. Donc, le Maroc, à travers son État, a reconnu que pendant 50 ans, le Maroc n'était pas bien dans sa peau. Et nous avons porté tous cet espoir de changer cette situation. Et nous sommes toujours dans cet espoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler de l'espoir. Et je me sens, comme j'ai dit, parce que j'ai autour de moi des gens qui travaillent sur la recherche, une jeune qui se mobilise, qui essaye, qui a écrit et qui a porté le dossier à l'inscription. Pas en tant qu'association, pas en tant que parti politique, alors que c'est la responsabilité des associations, des partis politiques, de l'État, des institutions publiques d'inscrire ce monument. Parce que nous n'avons pas honte, nous avons dit qu'il y a eu des violations des droits humains. Et ce lieu porte l'image de... Et quand je dis je suis bien entourée, il y a des chercheurs, mais il y a aussi des gens qui ont travaillé sur l'image. Hélène m'a accompagnée pendant une dizaine d'années dans ce parcours, dans ce questionnement en tant que jeune. Et elle aussi, quand elle est venue vers moi, je lui ai dit, je ne m'inscris plus dans le passé, je veux qu'on raconte comment aujourd'hui on construit ce Maroc. Elle m'a dit, mais nous les jeunes, nous sommes orphelins de cette mémoire. Et dernièrement, quand j'ai présenté mon livre à Paris ou à Lyon, j'ai rencontré des jeunes qui me disent où est-ce qu'on peut trouver cette mémoire. Donc, je me dis, au moment où je me dis, il faut qu'on se repose, nous qui avons fait ce chemin, je me dis, non, il y a encore du chemin à faire. C'est peut-être raconter cette histoire et raconter comment on construit aujourd'hui l'espoir. Moi, je dis toujours que dans le travail que je mène, ou que la société civile mène, ou que les chercheurs mènent, je vais raconter la galère de M. Tsaki, qui n'est pas présent, mais qui est présent par le travail qu'il a fait. C'est une gymnastique au quotidien qu'on fait pour s'approprier, que ça soit la mémoire, que ça soit la liberté d'expression, que ça soit tout ce qui construit aujourd'hui le Maroc dont on rêve. C'est une gymnastique au quotidien, avec les institutions, avec les responsables, avec le passé qui est toujours présent, parce que les gens n'ont pas encore dépassé ce passé. Je vais raconter l'histoire de ce travail, de cet historien qui est le fils de Haïm Mohammadi et qui galérait, que ce soit pour son master, pour son doctorat, pour avoir des documents, des archives, pour pouvoir raconter l'histoire de ce quartier, ou raconter aussi l'appartenance de cette histoire de ce quartier à l'histoire du Maroc. C'était dans le cadre de ce projet de réparation communautaire qu'il y avait bien sûr, il y avait une vision de l'État, il y avait une mobilisation. Il y avait les années de plomb, mais il y avait aussi les années de rêve. Et ce sont les années fin 90, début 2000, 2001, je pense jusqu'à 2004 ou 2005. C'est-à-dire, moi, je parle jusqu'au rapport de l'IER. Donc, dans cette ambiance, il y avait des structures qui ont fonctionné, des structures étatiques et des structures associatives. La structure étatique, c'était un comité de pilotage pour mettre en place les recommandations de l'IER. Dans le comité de pilotage, il y avait le ministère de l'Intérieur, il y avait les ministères. Mais au niveau local, il y avait les représentants des
les services externes, c'est-à-dire les représentants des ministères au niveau local. Et donc, quand on se réunissait pour parler de ce programme-là, pour mettre en œuvre ce programme, il y avait le représentant du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Culture, du ministère de la Santé, tous les représentants avec le gouverneur et avec le représentant du CNDH. Et il y avait le coordinateur, moi j'étais coordinatrice de ce programme, et il y avait les représentants des associations locales du quartier, avec deux associations qui étaient en dehors de Haï Mohammadi, l'association Casa Mémoire et l'association de réhabilitation des victimes de la torture, l'association de Manouzi. Donc, il y avait une implication de tout le monde pour reconstruire, pour transformer Dar Moulay Cherif en musée, pour réhabiliter le lieu, etc. Il y avait tout un projet, il y avait tout un rêve. Et ce n'était pas juste au niveau de Casablanca, c'était dans 13 régions de Maroc, le même programme, les mêmes, des associations locales qui ont répondu à ce programme, qui ont répondu comment on peut réparer ce tort, mais le réparer symboliquement, parce que c'est toute une approche de développement humain et autres, et il y avait en même temps, bien sûr, le programme de développement humain, l'INDH, qui était en réponse au rapport des 50 ans de discrimination et de violation envers les personnes, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit... C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas eu leurs droits en tant que Marocains dans le développement humain. J'ai dit, je vais citer deux exemples et je vais m'arrêter et je répondrai aux questions. L'exemple de ce chef-d'œuvre qui est l'appropriation des archives. Cet exercice mené dans le cadre de la réparation communautaire a glissé, c'est-à-dire il a marché facilement. Monsieur Taqi a eu, en tant que chercheur, pour faire une monographie qui est devenue aujourd'hui 2 tomes sur les جوانب من ذاكرة كاريان سنترال الحي المحمدي في القرن العشرين. Et vous voyez l'approche d'un historien qui n'est pas mon approche, qui n'est pas l'approche de Anissa et de ces chercheurs aujourd'hui, qui se focalisent sur un lieu. Lui, il était assoiffé de donner aux habitants de Haï Mohammadi pour une vraie réhabilitation, l'appropriation de leur histoire. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.